Bien, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis médiateur culturel au musée de la Grande Guerre, et en cette période de confinement, nous avons décidé au musée de vous faire quelques vidéos et petites présentations de différents sujets concernant la Première Guerre mondiale, mais comme nous ne sommes pas au musée, c'est difficile de vous montrer les collections, eh bien on va aborder des sujets qu'on aborde moins souvent, c'est l'occasion, hein, ma foi. Alors, comme vous risquez de regarder cette vidéo depuis votre canapé, je fais pareil. Je fais ma vidéo depuis mon canapé. Et comme apparemment ça fait sérieux d'avoir une bibliothèque derrière soi, je la fais donc devant ma bibliothèque. Hein, voilà, ça fait... Parce qu'on est un établissement sérieux au musée d'agrandir. Le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, eh bien, ce sont les animaux, créatures fantastiques que l'on trouve dans les bestiaires, que l'on trouve aujourd'hui dans les romans, les films, et qui ont été utilisés largement pendant la Première Guerre mondiale comme symboles. Les deux dont je vais parler particulièrement, parce que ce sont ceux qu'on trouve pas mal, ce sont les dragons et les griffons. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un dragon dans la Première Guerre mondiale? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est moi, je suis un dragon, voilà, c'est ça, un dragon. Non, excusez-moi, c'est mon dragon domestique, il peut pas s'en empêcher, il faut qu'il se montre, quoi. C'est pas facile de vivre tous les jours avec un dragon, j'aime autant vous le dire. Non, un dragon, pendant la Première Guerre mondiale, c'est une unité de cavalerie, en fait, les dragons, notamment chez les Français. On a une unité de cavalerie qui s'appelle les dragons. Ah ouais, excusez-moi, j'avais oublié mon cheval. Allez, viens Tornado, on est parti, à la guerre! Pardon, je sais pas quoi dire. C'est pas grave. Donc, les dragons. Alors, les dragons, c'est un symbole de férocité depuis très longtemps, de puissance aussi, hein. Il est présent dans de très nombreuses cultures sur Terre. Ça va des Mésopotamiens pendant l'Antiquité qui en font une déesse, en passant par les dragons asiatiques, des différentes cultures asiatiques, où c'est un porte-bonheur, jusqu'à la représentation occidentale, qui elle est souvent beaucoup plus terrible et plus négative aussi, hein, qu'on trouve notamment beaucoup au Moyen-Âge. En 1914, donc, c'est une unité de cavalerie qui est particulièrement mobile, qui va pouvoir être présent partout sur le champ de bataille. Mais forcément, la question que vous se posez, c'est quel rapport avec la bestiole qui crache du feu? Eh bien, on n'en sait rien du tout. À vrai dire, il pourrait n'y avoir aucun rapport. Ou peut-être que si. Ça vous avance pas beaucoup d'accord. Bon, on va essayer d'éclaircir un peu les choses. Bien alors, l'origine des dragons, on ne la connaît pas très clairement, hein. Il y a plein de théories. Par exemple, au Moyen-Âge, à l'époque où c'est à la fois le symbole du diable, pensez à l'Apocalypse, ou encore, par exemple, à Saint-Michel et Saint-Georges qui combattent le dragon, mais aussi à Arthur Pendragon, le célèbre roi mythique qui a un nom qui veut dire tête de dragon. Eh bien, on associe par exemple au XIIe siècle une histoire autour d'un seigneur Gommiécourt qui aurait eu ce surnom de dragon parce qu'il était particulièrement féroce en combat contre les Anglais. Plus tard, les troupes de son fils, s'adonnant au pliage, eh bien, elles auraient récupéré ce surnom de dragon. Ensuite, on a une théorie à la Renaissance ou à l'époque de Henri II au XVIe siècle, une troupe d'arquebusiers à cheval, puisque c'est le principe des dragons, une troupe qui se déplace à cheval mais qui ensuite descend de cheval pour se battre, et bien cette troupe aurait eu des armes qui s'appelaient les dragons, c'est le nom d'une arquebuse. Sauf que ce modèle de dragon, ce modèle d'arquebuse, eh bien, n'existe pas en France à l'époque. Bon. Dernière théorie, à la même époque au XVIe siècle, dans le Piémont, au nord de l'Italie, des cavaliers se déplaçaient avec en groupe un arquebusier. C'était un principe de... Il se déplaçait à deux, comme ça l'arquebusier avait à disposition un cavalier pour l'emmener d'un endroit à l'autre, et ce cavalier était souvent un mercenaire d'origine allemande, qu'on surnommait Trager, puisqu'en allemand, Trager veut dire porteur, ce qu'il était littéralement. Et ce nom a été déformé dans la bouche de l'arquebusier qui l'accompagnait, qui lui était souvent d'origine française, et ça a fini par devenir dragon. Mais encore une fois, il n'y a aucune assurance de tout ça. Au XVIIe siècle, on sait qu'en France, il y a des dragons, des unités de dragons, que ce principe du cavalier qui descend de cheval pour se battre reste jusqu'à l'époque de Napoléon Ier, où les dragons deviennent une cavalerie au départ légère puis lourde, qui va ce coup-ci se battre en restant à dos de cheval. Et aujourd'hui, bien les dragons, forcément, ils ont disparu en tant que tels, il n'y a plus d'unités de cavalerie pure, mais par contre, on les trouve dans les unités de chars. Certaines unités de chars sont appelées dragons, ils ont été transférés dans ces unités mécaniques, quand justement, à l'époque de la Première Guerre mondiale,
les unités mécaniques sont apparues avec l'invention du char. Le dragon, on trouve aussi dans nos collections, dans nos réserves, sur un uniforme allemand de la marine allemande, puisque les Allemands possédaient au début du XXe siècle une colonie en Chine, Tsingtao, que vous connaissez peut-être parce que c'est une marque de bière, je rappelle que c'est mauvais pour la santé, l'abus. Et donc les marins allemands qui avaient participé à la conquête de Tsingtao, eh bien, ont récupéré sur leur uniforme un symbole, un aigle impérial allemand en train de terrasser un dragon, ce coup-ci le dragon impérial chinois, le symbole de l'Empire du Milieu, qui en Chine était un porte-bonheur et pas du tout une créature maléfique. Alors, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que si le fantastique a servi de symbole dans la réalité, eh bien désormais c'est la réalité, la guerre, qui a servi dans le fantastique. Prenez la série de films Les Animaux Fantastiques, le héros, Newt Scamander, en français il s'appelle Norbert Dragono, eh bien, a participé, dit-il, à la Première Guerre mondiale, où il dressait et s'occupait de dragons, mais de dragons de combat, ceux qui crachent vraiment du feu. Un amusant retournement de situation. Ensuite, il y a aussi, parmi la représentation qu'on trouve beaucoup d'animaux imaginaires, le griffon. Alors, qu'est-ce qu'un griffon? Je suis sûr que vous savez. Ah oui, toi tu veux donner une réponse? Monsieur, moi je sais, c'est un hybride d'aigle et de lion. 6 points pour Gryffondor. Oui, bravo Harry, c'est ça. Premier de la classe celui-là. Bon, effectivement, c'est un hybride d'aigle et de lion. Créature terrible qui allie toutes les qualités de ces deux animaux, qualités en tout cas physique et de chasse. Il est rapide, il vole, il est féroce, il est fort. On le dit quasiment invincible. Le vaincre, c'est l'apanage des plus grands héros au Moyen-Âge. Et donc forcément au Moyen-Âge, il sera utilisé comme le dragon sur l'héraldique abondamment pour mettre en avant les qualités de celui qui porte évidemment ce symbole. Mais alors dans l'histoire, le griffon, au Moyen-Âge, est un symbole héraldique qu'on trouve beaucoup, hein. On s'en réclamait les qualités, la force, la férocité, la rapidité, et c'est ce même principe qui va réapparaître pendant la Première Guerre mondiale avec le griffon, puisqu'on le voit notamment sur les insignes que l'on fait apparaître à la surface des camions de transport à Verdun, qui transportaient l'équipement, les hommes, sur ce qu'on a appelé la voie sacrée. C'est parce qu'on a réussi à maintenir cette voie coûte que coûte pendant cette bataille que la France a fini par gagner douloureusement la bataille de Verdun. Et là, on veut se réclamer là aussi des qualités du griffon, et puis on veut s'identifier aussi. Ça permet d'identifier les différents transports les uns des autres. Le griffon, forcément, comme le dragon, vont être retrouvés sur les engins volants, les avions, évidemment. Là, le pilote, il veut se donner les qualités de ces créatures. Et ça correspond bien hein, dans l'esprit des soldats qui étaient à terre. L'avion, c'est un vrai danger, c'est un engin puissant, rapide, qui surprend, qui fait peur avant même d'être vu. Le bruit même de l'avion crée l'angoisse dans les troupes au sol, puisque c'est la promesse prochaine de bombardement ou de mitraillage. Donc, dans les deux cas, que ce soit le dragon ou le griffon, eh bien, ça marche très bien. Alors, il y a un paradoxe avec ces symboles guerriers, c'est qu'on est dans une guerre où on va dénigrer l'ennemi, en faire une espèce de barbare qu'il faut détruire absolument à la surface de la Terre, mais en fait on se rend compte que le griffon et le dragon sont des symboles qu'on trouve aussi bien chez les Autrichiens que chez les Britanniques, chez les Français que chez les Allemands. En fait on trouve dans les grands pays des deux camps qui s'opposent pendant cette guerre. Et bien malgré eux, ces deux symboles guerriers deviennent en fait des symboles de rapprochement culturel, contrairement à ce que les propagandes de l'époque ont bien voulu en dire. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Merci à tous et très bonne journée.